Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission Vous et nous. Comme vous le constatez, on est encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Cette semaine, dans ce numéro, nous irons au Maroc, précisément dans le sud du pays, à la découverte d'un groupe de surfeurs et pas seulement. Beaucoup de personnes préféreraient rester dans leur propre pays, mais la violence, l'oppression et la pauvreté ne leur laissent pas le choix. Tant que la santé, la stabilité et même la vie des personnes sont en péril, la migration clandestine reste une option à considérer. Mais à quel prix? On ira au Mali pour en parler dans cette édition de Vous et nous. Rencontre avec le franco-malien Ibrahima Sissoko. Il nous interpelle sur l'avenir de nos déchets et sur l'énergie solaire. Et voilà les amis, nous vous présentons cette émission aujourd'hui devant la Maison Blanche, la maison du président Joe Biden et sa famille. Écoutez, dans la question à chaque Vous et nous de cette semaine, on parlera migration. English Time with Michelle Joseph sera bien sûr au rendez-vous comme d'habitude. Mais Ikia nous fait d'abord voyager à Cotonou pour parler gastronomie. Ikia. Au Bénin, Cotonou veut amplifier son offre touristique et cela passe également par la gastronomie. À Cotonou, la capitale, une jeune autodidacte enfile son tablier pour proposer des plats qui font la fierté du pays, des plats du terroir, associés à de la gastronomie fine. Allons tout de suite en cuisine avec notre correspondante Gary Kaling Lopi. Faire le plein de produits frais. Dans les allées de ce marché de Fidjrosé à Cotonou, Gloria Koessi-Govor, casquette bleue, est dans son élément. La béninoise est passionnée de cuisine. Son défi, mettre à l'honneur les plats traditionnels du pays. Bonjour. Merci. Tomato. 300 millions. Alors là, je vais prendre de la tomate, oignon, ail, gingembre. Je vais prendre du goussi également. De quoi faire une sauce amand vivé au goussi, l'une des préparations les plus plébiscitées par les Béninois. Gloria met un point d'honneur à valoriser les productions des maraîchers locaux. Elle nous entraîne dans ce jardin. La jeune femme y prend en quantité des épinards nécessaires pour le plat. Il faut d'abord préparer les feuilles parce que ça a un goût en fait très amer. Donc il va falloir d'abord préparer une fois à l'eau bouillante pour pouvoir diminuer un peu le goût amer. Ensuite laver à plusieurs reprises pour diminuer totalement le goût amer parce que tel que c'est actuellement impossible de consommer ça. Il est temps de passer à la cuisine. Son tablier enfilé, Gloria commence par s'occuper des épinards. Ces gestes précis sont un héritage familial. J'ai grandi avec ma mémé, avec ma grand-mère. Donc tout a commencé à ses côtés. Elle m'a donné le goût de la cuisine, le goût des mets béninois, comment les préparer, comment aller au marché. Et depuis, Gloria a fait du chemin. L'autodidacte a créé le festival gastronomique ZA, qui aura sa 5e édition en novembre prochain. Le but, faire connaître la multitude des saveurs du Bénin. Elle varie en fait d'une région à une autre. Elle varie d'un village à un autre. Ce plat, par exemple, que je suis en train de préparer, la manière dont ça se fait au sud du Bénin, ce n'est pas forcément de cette même manière que ça se fait au nord ou au centre du Bénin. Avec 2 associés, elle s'apprête à ouvrir un musée consacré à l'histoire culinaire du Bénin. Ndari Kaling Lopi, pour VOA Afrique, Cotonou. Et voilà, chers amis, nous sommes toujours ici devant la Maison Blanche. Cette Maison Blanche derrière moi qui a été construite entre 1792 et 1800. Cette Maison Blanche se situe au 1600 ou 1600 avenue Pennsylvania Avenue où tous les touristes viennent visiter la maison du président
américain. C'est le style georgien qu'on a utilisé pour construire cette Maison Blanche. Alors pour notre package que vous venez de voir, merci beaucoup à Darika Linglupi pour ce beau reportage. On voit bien que la nourriture est enfin devenue la principale motivation des voyageurs dans le choix d'une destination. Je connais moi des amis qui voyagent souvent et consacrent plus de temps et d'argent à des expériences culinaires et des boissons uniques. En tout cas, des vrais touristes gastronomiques, comme on les appelle. Je leur parlerai aussi, pourquoi pas, de cette spécialité béninoise. Yum yum. Écoutez, on va maintenant à Manhattan, toujours ici aux États-Unis, direction Big Apple, comme aussi on appelle Manhattan. Betsy Barber Polivy arpente inlassablement les rues de New York, documentant chaque magasin, boutique, église, synagogue, restaurant, bar, jardin, hôtel, galerie pour son site populaire Web Manhattan Sideways. Olga Tereken de VOA nous raconte son histoire. Récit Arzuma Compaoré. Je suis Betsy Bober Polivy. J'ai parcouru 155 rues du plan original de Manhattan. Cela m'a pris 6 ans. Et j'ai documenté chaque endroit. J'ai pris les cartes de visite de tous les commerces qui en avaient une. J'ai honnêtement plus de 10 000 cartes de visite et j'ai rencontré tous les propriétaires ou ceux qui travaillaient là à l'époque. Et chaque entreprise, chaque jardin, chaque école, chaque caserne de pompiers, service de police, salon de tatouage, salon de coiffure, c'est sur mon site web. Nous sommes en 2021 et je suis toujours en train de marcher parce que les entreprises ouvrent et ferment tous les jours. Malheureusement, en ce moment, beaucoup d'entre eux ferment. Mais j'essaie toujours de garder le site web à jour. Oh, regardez Manhattan Sideways, qui l'aurait cru. J'ai écrit une histoire et il l'a imprimée. Bonjour, je suis Betsy et je viens de voir que vous m'avez dans votre vitrine. C'est moi. Mon mari m'appelait le lapin Energizer. J'étais dehors 7 jours par semaine, presque chaque semaine pendant 6 ans. Il me rejoignait toujours le week-end. Et peu importe s'il faisait froid ou chaud. Un 4 juillet, nous étions dehors. Il faisait plus de 37 degrés Celsius. Aujourd'hui, il gèle, mais nous étions dehors dans la neige. J'avais atteint la 130e rue environ et j'avais une douleur au pied. C'était un lundi. Je suis allée chez l'orthopédiste, je l'avais fracturé. Il a dit que c'était dû à la marche et que je devais me reposer. J'ai dit, pas question. Il m'a mis une botte, m'a donné des béquilles et j'ai littéralement marché de la 130e jusqu'à la 155e, jusqu'à ce que je finisse. Des gens m'ont contacté de différentes parties du monde et certainement de différentes villes et m'ont demandé « Est-ce que je peux venir et faire ça là-bas ?» Mais je dis toujours « J'ai besoin de faire Manhattan, j'ai besoin de finir Manhattan. » C'est en perpétuel changement, donc je ne finirai jamais Manhattan. Merci pour ce splendide reportage. Je ne suis pas jalouse, mais presque. C'est tellement intéressant de voyager du sud au nord. Je l'ai fait, de Manhattan, sans par contre m'arrêter dans les petites rues. Vous voyez vraiment la différence quand vous allez du sud au nord des populations et même de l'architecture même de la ville. On va passer à toute autre chose à présent. Les chefs d'État de l'UEMOA ont réouvert les frontières, une décision prise par vidéoconférence, donc les frontières sont réouvertes depuis le 1er mai, mais en réalité, elles n'ont jamais été réellement fermées car des passeurs accompagnés de complices, arrivent à faire passer des milliers de personnes en désarroi et en quête d'une vie meilleure à l'extérieur, parfois à des prix complètement exorbitants, pouvant même conduire à la mort d'un bon grand nombre d'entre eux. Voyez ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari qui a suivi des passeurs dans la région de Sikasso au Mali. Depuis que le Covid-19 a fait son apparition en Afrique, plusieurs pays ont fermé leurs frontières. Dans l'espace UEMOA, cela fait plus d'1 an que cela dure. Certains citoyens impatients de reprendre leurs activités ou revoir leurs proches tentent de contourner cette fermeture. Un business lucratif animé par des taxis-motos qui font passer clandestinement les passagers par des voies détournées. À travers la brousse, la forêt, les passeurs conduisent leurs clients d'un pays à un autre. Moi, j'ai vu que c'est une injustice parce que les aisés prennent l'avion pour voyager et puis les moins aisés par terrestre. C'est pour diminuer la souffrance des passagers.
parce que les frontières fermées là, bon, les gens ont besoin de rentrer à la maison. Si les passeurs se frottent les mains avec des bénéfices allant de 15 000 à parfois 50 000 francs CFA la journée, les plus grands perdants sont les transporteurs interurbains, les commerçantes et les passagers qui payent au minimum 30 000 francs CFA pour rallier Bamako à Ouagadougou, soit le double du prix d'avant la fermeture. Avant la fermeture, on pouvait faire partir 6 cars au Burkina par jour et 6 cars qui viennent au Mali par jour, à peu près 12 qui vont faire mouvement par jour. Aujourd'hui, on n'a même pas un car. Pour rentrer au pays et puis voir les parents, vraiment c'est des risques quoi. Pour traverser la frontière, moi j'ai dépensé en tout que 50 000 comme ça. Ces voies clandestines ne sont pas sans danger. Banditisme, raquettes et trafic de tout genre. Des pratiques qui donnent malheureusement des idées aux groupes terroristes qui se sont signalés en cette année 2021 par des attaques aux frontières à Eremakono au Mali le 1er mars et à Kafolo en Côte d'Ivoire le 21 mars. Et voilà, on le voit bien, beaucoup de migrants en quête de sécurité ou d'un travail, souvent pour pouvoir aider leur famille à rester au pays, découvrent qu'ils n'ont pas de moyens légaux pour émigrer. Ils se retrouvent souvent à payer d'énormes sommes d'argent en vendant tous leurs biens afin de s'offrir les services de passeurs. On reste toujours dans ce même thème pour la question hashtag vous et nous de cette semaine. Nous vous avons demandé comment pouvons-nous combattre le passage et la traite d'êtres humains. Fatoumata Diallo à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui dit « Un des éléments clés est la création de filières de migration sûres, car leur absence provoque le passage de la traite des personnes. » Roba King à Goma, en République démocratique du Congo, en transformant d'abord l'Africain lui-même dans sa mentalité du voyeurisme occidental, cela en éduquant l'Africain par rapport à l'entrepreneuriat et l'autoprise en charge locale. Alex Bamoué, Libreville, Gabon, il dit « Cela est dû à l'instabilité économique et à l'insécurité dans nos pays. » Jonathan Salamou, qui est à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Personnellement, la chose la plus importante, c'est de créer des emplois en Afrique parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Oui, effectivement, je donne raison. Créons des postes au sein même de nos pays, car effectivement, les personnes qui partent souvent n'ont pas forcément le choix, mais il faut essayer de trouver des solutions de façon locale. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. On vous souhaite en tout cas d'être heureux là où vous êtes. Restez confortablement installés pour le moment. On revient dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Et voilà les amis, nous sommes toujours là devant la Maison Blanche où les visiteurs viennent de partout dans le monde. Les Américains appellent ça White House. Ah ouais, écoutez, vous et nous, part 2, il est temps de passer à l'anglais. L'anglais, c'est avec Michel Joseph de Anglais Express. C'est maintenant. Bienvenue à l'Anglais Express. Des expressions que l'on entend souvent dans le milieu du travail. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. I just got a work email.
Je viens de recevoir un courriel du travail. A work email, un courriel du travail. My boss has called a meeting. Mon chef, c'est donc my boss ou mon employeur ou bien mon patron ou ma patronne. A meeting, une réunion, une rencontre, un tête-à-tête. Mon patron a convoqué une réunion. Vous avez maintenant le vocabulaire. Ensuite, everyone must come. Tout le monde doit y venir. Réaction possible? Maybe it's about getting raises. Qu'est-ce que c'est que raise? A raise, c'est une augmentation. Il s'agit peut-être d'une augmentation de salaire. Il s'agit peut-être d'une augmentation salariale. What do you think the meeting is about? À ton avis, sur quoi porterait cette réunion de travail? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver, comme vous le savez déjà, sinon on vous fait une petite piqûre de rappel, toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. On passe à présent à la rubrique Actualité. Vous ne la connaissez peut-être pas, il s'agit d'une blogueuse d'origine marocaine et camerounaise. Elle s'appelle Sally, elle a 24 ans, la tête sur les épaules. En plus d'être jolie, elle ne cesse de sensibiliser ses différents followers. Et elle nous a alerté tout dernièrement d'une photo scandaleuse, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une blogueuse ayant des millions d'abonnés qui parle de son voyage humanitaire dans un village en Afrique où les populations n'utilisent pas d'eau, avec des termes condescendants pour ne pas dire désobligeants. Les petits autour d'elle auraient une odeur désagréable. Pourtant, elle a fait la photo avec eux et n'a pas peut-être pris la peine de s'intéresser aux autres formes de coutume, car sur place, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, les personnes se lavent à la vapeur et c'est tout aussi efficace. Alors bien évidemment, le nombreux followers de Sally ont contacté la blogueuse et lui ont dit ce qu'ils pensaient de ces différents commentaires. Et ce n'est pas pour nous déplaire, mais la blogueuse a tout simplement retiré cette photo. Toujours dans l'actu, les amis, les tableaux femmes assises près d'une fenêtre Marie-Thérèse de Pablo Picasso a été vendu jeudi, tenez bon, à 103,4 millions de dollars lors d'enchères organisées chez Christie's à New York. La toile d'1,46 m sur 1,14 m, peinte en 1932, a été adjugée 90 millions de dollars, portée à 103,4 millions une fois ajouté frais et commissions. Après une bataille de 19 minutes entre collectionneurs, l'œuvre qui représente la maîtresse et muse de Picasso, Marie-Thérèse Walter, a quasiment doublé le montant de l'estimation initiale fournie par Christie's, soit 55 millions de dollars l'année 1932, au cours de laquelle a été réalisée La femme assise, vendue jeudi, est souvent considérée comme la meilleure et la plus prolifique de la carrière de Picasso. J'aime bien Picasso. Direction Tarfaya, station balnéaire au sud du Maroc, où un groupe de jeunes surfeurs tente de promouvoir le potentiel de cette petite ville. Tarfaya a tout pour séduire, le désert, des belles plages et des vagues parfaites pour le surf. C'est pourquoi ils sont là d'ailleurs. Yacouba Ouedraogo nous en dit plus. Tarfaya. Dans cette petite ville de pêcheurs dans le sud du Maroc, nichée entre l'océan Atlantique et le Sahara, un groupe de jeunes surfeurs apprend aux enfants comment braver les vagues déferlantes. À l'œuvre, dans ce cours de surf, Salim Matung, un jeune de 26 ans qui a travaillé comme guide touristique à Marrakech. Le but du club est d'enseigner les langues et le surf. Nos étudiants comptent sur cet endroit pour grandir et pour pousser plus loin la philosophie du club. Plus d'une centaine d'enfants, garçons et filles ont assisté au cours de surf gratuit que ces instructeurs proposent dans leur cabane en bois. Après la théorie,
Direction la mer pour la pratique. Les enfants prennent du plaisir à surfer, chutant par moments dans ces vagues qui ont souvent emporté des migrants clandestins. En effet, des milliers de jeunes Marocains qui tentent de rejoindre les îles Canaries à partir de ces plages n'y sont pas parvenus. Les surfeurs ont dû convaincre des parents qui craignent la houle de l'océan. Ils étaient surtout réticents à envoyer leurs filles. Nous essayons de trouver un moyen pour que les jeunes filles puissent surfer aussi. Maintenant, nous avons beaucoup de filles qui surfent, des filles qui sont l'avenir de ce club. À l'avenir, nous voulons qu'une fille avec une nouvelle perspective dirige. Les surfeurs enseignent également aux enfants l'anglais et l'espagnol dans l'espoir d'ouvrir leurs horizons au-delà des offres d'emploi locales limitées. De quoi redonner sans doute vie à Tarfaya et briser l'attrait de la migration clandestine. Bravo à ce groupe de jeunes surfeurs qui, en plus d'apprendre la discipline, en apprend d'autres. C'est toujours bon de connaître et de développer ses connaissances en langues étrangères. Merci pour ce que vous faites. On espère que vous allez impacter tous ces jeunes et donner aussi des idées à d'autres ayant vos compétences ou en tout cas votre motivation. Une autre personne que j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui, il s'agit d'Ibrahima Sissoko, que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Il a tout plaqué il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il est à la tête d'un groupe qui développe des écosystèmes liés aux nouvelles technologies. Il a également un centre de formation et il intervient dans plusieurs domaines et dans plusieurs pays, que ce soit au Sénégal, au Mali ou en Côte d'Ivoire. Il a plusieurs chevaux de bataille. L'énergie solaire et également la façon dont nous traitons nos déchets. Pour plus de précision, je vous propose de regarder un extrait de cette interview que j'ai menée aux Portes de Paris. Je suis entrepreneur, Ibrahima Sissoko, j'ai 41 ans. J'officie dans tout ce qui est numérique et digital. J'ai un certain nombre d'entités que j'ai cofondées avec des associés. Donc principalement, moi j'étais ingénieur en architecture et intégration des systèmes logiciels. Et donc, comme j'aime à le rappeler, on a saisi des opportunités. Aujourd'hui, on a un centre de formation qui accompagne à la reconversion professionnelle. On a également une agence de marketing digital et des entreprises de services numériques. Voilà principalement, grosso modo, ce que l'on fait. Il est important de rappeler que ce qui va permettre de développement de l'Afrique, c'est vraiment tout ce qui est énergie et tout ce qui est transition énergétique. C'est un point qui est important parce que dans les secteurs plus ruraux, Dakar, Abidjan, Bamako, on n'aura pas de problème de ce niveau-là. Mais par contre, quand on va un peu plus dans les régions, on aura besoin d'électricité. Et comme l'Afrique, j'aime à le rappeler, n'est électrifiée qu'à 55%, avec des grosses disparités. Par exemple, au Maroc, 88% et au Niger, 11%. Il y a quand même un certain nombre de disparités. Il est important que, conjointement, avec nos gouvernements, qu'on fasse des partenariats privés, publics, qui vont permettre ce co-développement-là. Et là, à ce moment-là, on aura beaucoup plus de zones de couverture et beaucoup plus de gens qui pourront en profiter. Les personnes qui nous regardent, des fois, ont envie d'entreprendre, mais ont peur, se disent est-ce qu'il faut avoir beaucoup de moyens, est-ce qu'il faut avoir un très grand réseau, ou il suffit d'avoir la bonne idée, ou le facteur chance, ou le travail. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à la jeunesse qui nous regarde et qui a envie d'entreprendre? La chance, on s'accrée. Première chose. Des idées, tout le monde a des idées. L'important, c'est que lorsqu'on a une idée, c'est de la transformer en projet. Ça se fait étape par étape. On a une idée qui est une opportunité où on va pouvoir vérifier si c'est une opportunité. Si effectivement c'est une opportunité, on voit la faisabilité de son idée et là, on se lance. En termes de moyens, pour moi, dans un projet, il n'est pas nécessaire de mettre de gros moyens. Parce que si on part du besoin, on se rend compte rapidement qu'on va pouvoir toucher une cible qui est intéressée par le produit ou le service qu'on va mettre en place. Donc, en termes de moyens, pour tous ceux qui veulent partir sur des grosses levées de fonds, je conseille de partir sur de l'économie réelle. C'est ce qui est arrivé dans mon cas et dans le cas d'un certain nombre d'acteurs qui ont réussi en Afrique ou qui ont réussi à l'étranger, en Occident. C'est vraiment de se dire dans un premier temps, partir d'un besoin, trouver la cible et le segment qui doit être approprié. Très belle interview, Ekia, très belle interview. Waouh, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. L'Afrique a besoin de beaucoup de gens comme lui, en tout cas. Moi aussi, je rencontrais Vanisha, qui est une artiste de la diaspora camerounaise des États-Unis. Elle était notre invitée cette semaine pour nous parler de sa nouvelle chanson Go High. Suivons ce petit extrait. Ok, je vous disais que nous allons recevoir l'artiste Vanisha avec nous ici à Washington. Vanisha, comment ça va?
Ça va bien, merci et vous? Ça va très bien, merci. Je sais que votre français n'est pas tellement comme votre anglais, mais comment vous vous sentez? Je me sens très bien aujourd'hui et je suis très contente d'être ici avec vous. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, Vanisha, si on vous a invité, c'est parce que vous faites de la bonne musique. Depuis quand vous avez commencé à faire la musique? Ça fait 2 ou 3 ans maintenant, mais je chante, ça fait longtemps que je chante. Ça fait longtemps que je chantais. Alors parlons un peu de Go High, parce que c'est la chanson qu'on écoute là, Go High, la chanson déjà qui cartonne déjà, une très belle chanson. De quoi vous parlez dans Go High en général? Ok, je parle de cette fille qui aime ce garçon et elle aimerait faire tout pour être avec lui et s'amuser avec lui et voir si c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Elle veut seulement s'amuser. Ouais, elle veut juste s'amuser. Et Go High qui veut dire vas-y, loin, vas-y, pousse plus loin, plus loin. Oui, elle veut s'amuser plus loin. Oui. Ah, ben ça c'est très bien. Et après Go High, là en ce moment, l'actualité de l'artiste Vanisha est en studio, en train de composer d'autres chansons. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que Vanisha nous propose après Go High? J'aimerais dire que vous n'êtes pas prêt. Ah bon? Oh, ça c'est fort ça. Pour ce projet. Ah bon? Oui. Ah, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ah bon? Ça va chauffer, hein? Ouais. Oui, ça va chauffer. It's going to be amazing. Ouais. C'est donc en musique que nous allons terminer cette émission. Vous savez sans doute que Roger et moi, nous sommes des grands passionnés de la musique. C'est pour ça qu'on aime finir en musique. On espère vous retrouver tout aussi nombreux la semaine prochaine. Un grand merci à vous pour votre fidélité, car sans vous, l'émission n'a plus d'intérêt. Un grand merci à toutes nos équipes qui nous aident en coulisses à mener à bien cette émission, malgré que nous soyons tous éparpillés à travers nos domiciles à cause du télétravail. Un clin d'œil particulier à toutes nos chaînes partenaires et à Africable qui nous diffuse au Mali et à Canal 3 qui nous diffuse au Bénin. Et comme il est coutume de dire, Roger, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.